Posséder un bien immobilier en Israël, c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais attention, un changement fiscal assez discret est en train de transformer ce rêve en un potentiel cauchemar financier. Un tout petit détail qui peut faire passer de l'imposition de 10% à 50%. Oui, 50. On va décrypter ce piège ensemble aujourd'hui. Et voilà, on est en plein dans le cœur du sujet. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le rêve, un impôt tout simple, forfaitaire, à 10% sur les revenus locatifs. C'est ce que tout le monde a en tête. Et de l'autre, la réalité, qui peut être beaucoup, beaucoup plus brutale. Un taux qui peut grimper jusqu'à 50% si l'activité est soudainement considérée comme commerciale. L'écart est juste énorme et le réveil, il peut faire très mal. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on passe de 10 à 50%? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'un propriétaire bascule d'une catégorie à l'autre aux yeux du fisc israélien? C'est exactement ce qu'on va regarder. Eh bien, tout, absolument tout, repose sur cette distinction. Passif ou commercial. C'est ça, le nerf de la guerre. Le fisc aujourd'hui ne regarde plus seulement combien d'argent rentre. Non, il s'intéresse à la nature même de l'activité. Est-ce que c'est une gestion passive ou une vraie activité commerciale? C'est vraiment là que tout se joue. Il faut dire que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le système paraissait assez simple. Les propriétaires avaient en gros 3 options sur la table. D'abord, les tranches normales, où on ajoute les loyers à ses revenus et on déduit les charges, genre les réparations, les frais, etc. Ensuite, il y avait le fameux taux forfaitaire à 10%, super populaire, où on paye 10% sur le brut, mais sans aucune déduction. Et enfin, pour les plus petits loyers, il y avait même une exonération totale. C'était un peu le cadre de référence pour n'importe quel investisseur. Mais pour pouvoir profiter de ces régimes avantageux, il y avait une condition, la condition essentielle, il fallait que l'activité soit considérée comme passive. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on perçoit ses loyers, on gère ça tranquillement, de loin, sans y passer tout son temps et toute son énergie. C'est une stratégie que des milliers de propriétaires pensaient appliquer en toute légalité. Et on va voir qu'ils avaient tort. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Le fisc a complètement changé son fusil d'épaule. Pour l'administration fiscale maintenant, gérer plusieurs biens immobiliers, eh bien ce n'est plus un revenu passif. Non, c'est une entreprise, une véritable activité commerciale. Et ce simple changement de mot, ce changement de qualification, ça change absolument tout au niveau des impôts. Bon, alors concrètement, comment le fisc et les juges décident si une activité de location devient commerciale? Sur quoi ils se basent? Eh bien, ils ont toute une liste de critères et ils les passent au peigne fin. Et attention, ce n'est pas juste un seul critère qui fait tout basculer. C'est un ensemble d'indices. Par exemple, la quantité de biens, que ce soit en Israël ou même à l'étranger. Ça compte. Les compétences et le savoir-faire du propriétaire. Imaginez, une expérience en SI en France, eh bien ça peut être retenu contre la personne. Le fait d'améliorer les biens, de faire beaucoup de rénovations, ou pire, de diviser un grand appartement en plusieurs petits studios pour louer plus, ça c'est un gros indice. Le nombre de prêts, la complexité du financement, la fréquence à laquelle les locataires changent. Bref, tout, absolument tout, est examiné à la loupe. Et pour qu'il n'y ait plus aucun doute, la Cour suprême israélienne a mis les points sur les i de manière assez, directe. Dans une jurisprudence, elle a dit « La location de 20 à 30 biens immobiliers atteint nécessairement le niveau d'une activité commerciale ». Le mot important ici, c'est « nécessairement ». Le message est limpide. Passé un certain seuil, il n'y a même plus de discussion, on est considéré comme un entrepreneur, point final. Maintenant, pour que tout ça soit bien concret, on va se pencher sur un cas d'école, une affaire qui a vraiment fait date, l'affaire Arbic. C'est l'exemple parfait pour comprendre comment tous ces critères sont appliqués et les risques que ça implique. Alors, l'histoire commence comme ça. Monsieur Arbib et sa famille sont propriétaires de 10 biens, tous situés dans la ville de Netanya. Déjà, 10 propriétés, ce n'est pas rien. Mais là où ça devient vraiment intéressant pour le fisc, c'est que ces 10 appartements, il ne les a pas juste loués tels quels, non. Il les a divisés, subdivisés, optimisés pour créer plusieurs dizaines de logements individuels. On parle là d'une stratégie très claire pour maximiser les profits. C'est une stratégie d'entrepreneur tout simplement. Et ce n'est pas tout. C'est lui qui gérait absolument tout, qui collectait tous les loyers. Il était vraiment au centre de la machine. Et il a utilisé une tactique que beaucoup de gens pensent être une solution miracle. Il a mis certains des biens au nom de ses enfants. L'idée, c'était de répartir les revenus pour payer moins d'impôts et surtout de ne pas avoir l'air d'un gros promoteur. C'était une grosse erreur de calcul. Alors, regardez bien ce tableau, parce qu'il résume parfaitement le choc des deux visions. D'un côté, ce que M. Arbib a déclaré, il voyait ça comme des revenus passifs, venant de ses biens personnels,
en utilisant le fameux taux à 10% et les exonérations. Il pensait que ses enfants déclaraient leur part séparément. De l'autre côté, la conclusion du fisc, qui est radicalement différente. Pour eux, ce n'est pas plusieurs petites locations, c'est une seule et même entreprise commerciale de location. Le taux d'imposition, il peut monter jusqu'à 50%. Et la propriété, le fisc a considéré que tous les revenus devaient être attribués uniquement à M. Arbif. Et la décision du tribunal, c'est vraiment la leçon à retenir. Le montage, avec les biens mis au nom des enfants, a été qualifié d'acte artificiel. Pourquoi ? C'est simple. Parce que même si le nom sur le titre de propriété avait changé, c'est le père qui gardait le contrôle total. La gestion, les décisions, les bénéfices, tout revenait à lui. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Le fisc ne s'arrête pas au nom qui est écrit sur un bout de papier. Il regarde qui, en réalité, tire les ficelles. Alors, après avoir vu ce cas, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Quelles sont les leçons pour toute personne qui possède plusieurs biens en Israël ? Elles sont assez claires et vraiment importantes. On peut résumer ça en 4 grands feux rouges, 4 signaux d'alarme. Premièrement, le taux forfaitaire de 10% n'est plus du tout une garantie si on possède plusieurs biens. Il faut l'oublier comme une solution miracle. Deuxièmement, toute l'expérience qu'on peut avoir dans l'immobilier, même acquise à l'étranger, peut en fait se retourner contre soi. Troisièmement, diviser des appartements en plus petites unités, c'est un des plus gros signaux d'alarme qui existent. Et enfin, quatrième point, transférer la propriété à des membres de sa famille, ce n'est absolument pas une solution infaillible. Forcément, face à une situation aussi complexe et avec des risques financiers aussi élevés, la conclusion est assez évidente. Il est vraiment recommandé de faire analyser son portefeuille immobilier et sa structure fiscale par un professionnel. C'est presque indispensable pour s'assurer qu'on est bien en règle avec cette nouvelle façon d'interpréter la loi. Et tout ça nous ramène à la question de fond, la question que chaque propriétaire devrait se poser. Si le fisc regardait mon dossier, comment est-ce qu'il verrait mon activité ? Est-ce qu'il verrait un propriétaire passif qui gère son petit patrimoine ou est-ce qu'il verrait un entrepreneur qui a monté un business de location ? La réponse à cette question, eh bien, elle change absolument